Déjà, la frayeur, elle a commencé en première mi-temps, je regrette. Quand Capou marque le but, il a une occasion de 2-0 4 minutes plus tard. 4 minutes. Et si il y a 2-0, et puis s'il y a 2-0 à la mi-temps, tu peux pas dire que c'est le hold-up du siècle, tu peux pas dire c'est l'arbitre, tu peux pas dire, enfin tu peux dire des tas de choses, mais... Et moi je pense, tu dis que c'est arrivé une seule fois, donc avec Paris, en 217 matchs, ou des choses comme ça. Ouais. Vu l'évolution du football, où les équipes, elles peuvent avoir 15, 16 occasions, tu vois les tirs, les statistiques ou les choses comme ça, je pense que ça se reproduira dans les années à venir, un peu plus souvent qu'une fois, toutes les 217 fois, si tu veux. On est passé à ça. Alors après, dans quelques jours, peut-être déjà dès demain, le tirage au sort, tout ça. Mais là, on est trop dedans, quoi. Tu vois, ah ouais, moi, à un moment, je le sentais mal. Hein, le point du président va à Raymond et à Guillaume. On va aller voir notre envoyé spécial du côté de Villarreal, c'est Candice Roland. Candice, vous suivez évidemment l'épopée marseillaise cette saison en Coupe d'Europe. Ce que vous retenez ce soir, c'est la qualif ou la frayeur, quoi, parce que si l'OM avait été éliminé, bye bye l'OM pour Candice Roland, quoi. Mais voilà, la qualif ou la frayeur? De l'huile d'olive ou de l'huile de germe de blé? Bonsoir Mémé. Eh bien, plus le temps passe, plus on va retenir la qualif. Forcément, c'était un gros ouf de soulagement, en tout cas des joueurs qu'on a vu passer en zone mixte et même au moment de quitter le stade. Jean-Louis Gasset a dit évidemment qu'à 3-0, il a pensé au pire et il a été très transparent là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Ça va être la qualification parce que c'était l'objectif, évidemment. D'ailleurs, depuis hier, Jean-Louis Gasset parlait beaucoup de la fraîcheur physique qui manquait aux Marseillais, qu'il allait devoir faire tourner. Voilà, l'absence d'Aubameyang au coup d'envoi, c'était parce qu'il l'avait senti fatigué aussi. Donc il y avait des limites. On savait que Marseille allait certainement souffrir, pas dans ces conditions, pas avec certains joueurs qui étaient vraiment à un niveau très très bas. Mais aujourd'hui, c'est la qualification qui compte. Demain, on va parler de tirage au sort, on va parler de tirage le plus abordable ou le pire, ou voilà, on va parler de cette planification de ces quarts de finale. Donc la frayeur, oui, bien sûr que ce match a été très effrayant et que tout le monde a été très tendu partout en tribune. Les supporters étaient évidemment très très stressés, mais maintenant, voilà, ça passe. Et puis on se tourne vers ce tirage au sort demain, 13h, pour avoir la réponse de savoir qui sera l'adversaire de l'OM en quart de finale. La frayeur, on va la passer. Et on va surtout, à la limite, en apprendre, voilà, sur au prochain tour, peut-être se dire attention, voilà, apprendre de cette défaite. L'importance d'une compétition de coupe et à l'émission directe, c'est de passer, c'est de continuer sa route. Mais tout ça, là, c'est voué donc à l'amnésie. Enfin, c'est un peu... Ouais, les gens sont de bois, quoi. Ou non, mais je sais pas, non, Damien et Bernard... Non, mais si, c'est l'important de passer. C'est une expérience, parce que c'est une expérience que les Marseillais ont vécue. Ils savent ce que c'est que d'être exposé à une telle remontée. Aujourd'hui, c'est Paolo Lopez qui disait à la fin du match, c'est vrai qu'on a attaqué le match avec la peur au ventre. Bon, maintenant, peut-être qu'ils l'attaqueront différemment. S'ils se retrouvent dans cette situation en quart de finale retour, avec un avantage à défendre, peut-être qu'ils ne viendront pas pour le défendre, mais pour le conforter. Mais en attendant, ils vont le jouer, le quart de finale. Ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient perdu. Donc j'ai envie de retenir ça et j'ai envie... Et en plus, je trouve que ça s'inscrit dans une dynamique un peu plus globale. Je retiens d'autant plus facilement la qualification qu'aujourd'hui, on a 3 clubs français encore en Coupe d'Europe, un dans chaque coupe. Donc, Non, mais on est d'accord, la qualification, elle était essentielle. Ouais. Mais qui n'a pas eu peur dans ce match? Mais c'est pas le problème. C'est pas possible. C'est pas la question. Mais je veux dire, au départ, tu pars à 4-0. Ça veut dire que tu es serein, tu es tranquille. Ouais. Te faire éliminer à 4-0. C'est déjà arrivé. C'est arrivé pas au beaucoup, PSG. Mais au PSG et en Espagne. Donc tu te retrouves dans la même situation et si tu as un peu de mémoire, tu te dis c'est déjà arrivé, c'est possible. Et c'est possible et on a tremblé. Et là, c'est pas arrivé. Je ne dis pas que la qualification, elle n'est pas essentielle. Il fallait passer. Mais qui n'a pas eu peur dans ce match-là? Je vois pas. Et tu as même un peu peur pour demain aussi. Oui, mais pour dimanche, pour Rennes. Mais que t'aies peur. Je trouve que la défense a montré des signes de faiblesse. Mais que t'as eu peur. Impressionnant, quoi. Impressionnant. Je trouve que même pour Gasset, alors effectivement, le soulagement, il doit se dire. C'est quand même inquiétant ce que j'ai vu ce soir. Justement, Jean-Louis Gasset, on lui donne la main par rapport à ça, parce que ça répond un peu aux interrogations de Guillaume. Ouais, on y va. C'est la Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe où vous jouez contre une grande équipe qui a l'habitude de performer dans cette compétition, mais même en Champions League. Donc il fallait s'attendre ce soir à un match difficile. Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique, au niveau de la maîtrise de l'événement. On a fait un match sur 2. Voilà, on a réussi notre premier match, qu'on a gagné par 4 buts d'écart. Et aujourd'hui, on est arrivé à marquer un but à l'extérieur.
en encaissant 3, mais en souffrant. On en apprend donc finalement sur le niveau de l'Olympique de Marseille. C'est Gasset qui nous le dit, Jean-Louis de son prénom. On est convalescent. Oui, mais il n'a jamais dit que son équipe, elle était imbattable. Il ne faut pas être amnésique sur le match aller. J'insiste là-dessus, mais Villarreal est passé à côté de son match. Il y a eu aussi des faits de jeu qui ont été extrêmement favorables pour une fois à l'OM, le but marqué contre son camp, le pénalty, tout s'est déroulé à merveille. Mais encore une fois, Villarreal, c'est une équipe d'un niveau de cette saison supérieure à celui du Shakhtar Donetsk, et qu'on a vu même sous l'ère de Jean-Louis Gasset, on n'a pas entendu le match de ce soir, où, souvenez-vous, après le match aller, on disait, voilà, Balerdi, c'est patience, Truix derrière, ils ont des erreurs de placement qui sont assez incroyables, etc. etc. Donc, je ne dis pas qu'on s'attendait à une remontada, mais moi, je m'attendais à un match extrêmement difficile pour l'OM, parce que c'est aussi difficile, Bernard? Aussi difficile, parce qu'en fait, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de tirs qu'ils ont concédés. Je crois 27. 27. Ce qui est énorme, et le nombre de tirs cadrés. S'il n'y avait pas eu Paul Lopez, ils auraient été éliminés bien avant. C'est l'ampleur quand même. Donc c'est l'ampleur de ce qui s'est passé dans le contenu. Ouais, non, mais c'est les chiffres. C'est l'ampleur dans le contenu de ce match qui m'inquiète pour l'OM, que je trouve pas très rassurant finalement, mais de là à dire que je retiens la frayeur, c'est marrant parce qu'à côté de moi, Raymond 42, quand il était entraîneur, il t'aurait tenu le même discours que moi en te disant ce que je retiens après la fin d'un match de coupe, ben c'est la qualif. C'est pas faux ce qu'il dit là. Il a changé de boulot. Le discours qu'on fait quand on est entraîneur et le discours qu'on fait quand on est spectateur et qu'on regarde et qu'on vit un match, c'est pas le même. L'entraîneur, il va te dire, et tous les entraîneurs du monde vont te dire, on est qualifié, le reste, on s'en fout, on attend demain pour le tirage au sort. Point barre. Et tu vas dire quoi à ça? Rien. Mais quand tu as vécu le match, si tu dis, moi, j'ai pas eu peur dans ce match-là, je dis, ou tu mens, ou alors... j'ai pas dit ça, moi, Raymond. Mais c'est vrai que c'est bien d'être passé avant un mois ou une fin de mois de mars. On aura l'occasion d'y revenir sur les échéances et les objectifs de cet Olympique de Marseille dans cette compétition. Vous lisiez quelque chose d'intéressant Pour une fois, ouais. Non. Merci Bernard. Non. C'est écrit depuis 20 ans. Dimanche, Jean-Louis Gasset confiait après le succès contre Nantes le début d'une fatigue, on va dire, un peu générale, mentale. Il égrenait le nombre de matchs en nombre de jours, plus 5 matchs en 18 jours. Est-ce que c'est le début de l'usure, là, ce petit truc-là Moi, j'en ai un peu marre de cette excuse. Sur la fatigue, franchement, c'est pénible. Villarreal ne joue pas plus au foot? Non, je sais pas, je demande. Franchement, là, Villarreal a marché sur l'eau quand même. Mais Villarreal était fatigué au premier match. Ah oui, d'accord. Ok. Bon voilà. Donc, il faut le temps de se régénérer. Non, mais la fatigue m'agace un peu, quoi. Je trouve qu'elle a souvent trop bon dos, quoi. C'est très étonnant, cette histoire de fatigue. De même que c'est très étonnant leur deuxième mi-temps contre Nantes, où ils se sont écroulés. Et pour le coup, oui, physiquement. Combien de fois il y a des équipes qui jouent le mercredi ou le jeudi, si tu veux. Maintenant, il y a des effectifs qui permettent, autrefois, époque Saint-Etienne, si tu veux, ils donnaient tellement sur un match retour qu'ils en prenaient 4 à Angers, 3-4 jours plus tard, 4 buts de Berlin. Parce que c'était les 16 mêmes. Ou 4 buts de Barthélémy. Non, mais l'effectif était strictement le même. C'était les 11 mêmes joueurs. Maintenant, tu peux faire tourner une équipe comme Marseille. Il y a 5 remplacements. Il y a 5 remplaçants, effectivement. Il y a du banc. Et Villarreal, tu as raison. Les autres, quand tu vois jouer Liverpool à 1000 à l'heure, tu te dis, quand tu vois Capou aujourd'hui, ils ont tu n'avais pas vu jouer Capou à ce niveau-là depuis une éternité, franchement, je me suis dit... Non, mais Marseille, je ne sais pas si on en parlera, mais leur a facilité beaucoup la tâche aussi, quand même, en jouant de la sorte. Ah bah oui. Je trouve. J'avais une question, comment en une semaine on peut passer du tout au rien, on va dire du tout, c'est-à-dire du côté de... Mais je crois que Candice Roland voulait intervenir par rapport à ce qu'on disait sur Marseille. Candice, vous voulez ajouter quoi? Oui, sur la notion de fatigue, rappelez-vous, Gattuso, quand il est arrivé, il a fustigé justement l'état déjà physique de ses joueurs. Il disait que la préparation estivale a été très mauvaise et il a eu beaucoup de mal justement à essayer de rattraper un peu cet aspect physique et cette force physique. Finalement, les Marseillais ne l'ont jamais vraiment rattrapé. Donc ils arrivent un peu en fin de saison avec une préparation estivale qui a été mauvaise. Derrière, ils ont couru derrière cet aspect physique et là, ils le payent avec l'enchaînement des jours, 4 matchs en 11 jours là. Donc il y aura Rennes encore dimanche. Et aussi, il y a cette non-inscription de 3 joueurs pour cette Ligue Europa. Donc l'effectif est réduit à chaque fois en Coupe d'Europe. Il n'y avait que 20 joueurs dans le groupe. Oui, il pourra faire encore tourner Gasset dimanche parce qu'il va retrouver Onana au milieu notamment. Il peut faire tourner Garcia et encore Pape Gueye. Donc voilà, c'est compliqué en Ligue Europa en tout cas d'avoir vraiment un groupe étoffé.
On n'est pas très dominant depuis son arrivée à l'OM. Non, mais là où je suis pas d'accord avec Candice, c'est qu'on n'est pas en fin de saison. Il reste 2 mois et demi de compétition. Et tu es au mois de mars, où généralement ces équipes qui sont en Coupe d'Europe, elles doivent aller crescendo physiquement. Alors moi, je veux bien qu'ils aient raté la préparation estivale. Made in Marcelino. Ouais, mais ça remonte à 8 ou 9 mois quand même. Attends, mais le problème, c'est que vous parlez d'équipes moyennes qui subissent les effets physiques parce que ça se voit beaucoup plus sur ces équipes-là. Les grosses équipes, je veux dire, on parle jamais de la fatigue du Real, on parle jamais de la fatigue de Manchester. Parce que techniquement, techniquement, il y a des lacunes. Il y a cette qualité qui fait qu'ils font la différence sur ces équipes, justement, qui arrivent derrière, qui sont un peu justes, qui sont à l'arrache, qui se battent et qui se défendent. Qui perdent des ballons et qui perdent de l'énergie beaucoup plus vite que les autres. La différence, elle se fait là. C'est pas de la fatigue. C'est un moment où on arrive. En même temps, le Real ou Manchester ne fait pas de tour préliminaire de Ligue des Champions dès le mois de juillet. C'est vrai aussi. Leur saison, elle commence vraiment mi-août. Là, la saison de l'OM, elle a commencé mi-juillet. C'est pas tout à fait la même chose, avec un effectif qui a été sans cesse remanié, des joueurs qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Générés par Longoria. Bon, oui. Des manières de s'entraîner différentes. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose aussi. Jean-Louis Gasset était en conférence de presse. On a écouté un premier extrait. Un deuxième extrait, c'est sur Paul Lopez. Pour lui, c'est incontestablement le MVP du match. Écoutez Jean-Louis Gasset. Petit bonbon. Il a été fondamental. Fondamental, c'est un des leaders du groupe. Et il a fait un grand match comme la défense. Il aurait fallu que dans nos balles de côte, que ce soit en première mi-temps ou dès le début de la deuxième mi-temps, on soit efficace pour empêcher ce dernier quart d'heure où Pau a été extraordinaire. Quand on parle gardien, on parle évidemment avec Jérôme Alonso et son adjoint Guillaume Dufy. Guillaume, sans Paul Lopez, l'OM serait-il encore en lice ce soir? Non, je ne pense pas, même si je pense qu'il faut un peu modérer sur le but du Norvégien. J'ai oublié son nom, j'espère qu'il m'excusera. Sorloth, merci Damien. Je trouve qu'il n'est pas très bon. Il la prend là. Je trouve qu'il subit un peu. Alors après, évidemment, il réagit magnifiquement et il sauve les boulettes de ses petits camarades, notamment sur celle de Klaus qui a joué complètement à l'envers pendant 45 minutes. Non, il est costaud, il est hyper bon, je trouve. Enfin voilà, il est solide. L'autre jour, notre ami Gasset a été très critiqué. Oui, mais je trouve qu'il est. Je fais partie de ceux qui l'ont critiqué et je continue à émettre des doutes. Mais je trouve que depuis 3 ans, il est assez. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un bon gardien. Je trouve qu'il peut faire des erreurs. C'est vrai, Damien, tu as raison, mais je trouve qu'il est décisif et il fait gagner des matchs. Damien, vous avez un doute sur le niveau de Paul Lopez? J'ai un peu dur avec lui. Voilà, avec les autres. Mais je trouve que c'est pas un gardien toujours très fiable. Voilà, et y compris dans son jeu au pied, ce pourquoi il a été titularisé à la place de Mandanda, parce qu'il avait sans doute, alors que Mandanda a quand même un très bon jeu au pied. C'est vrai. Je trouve qu'il manque un peu de fiabilité, même en première mi-temps. Il y a des fois, j'étais pas toujours très serein sur certaines de ses relances, certains de ses placements. Oui, il a fait des arrêts décisifs. C'est vrai qu'il a été décisif ce soir. C'est vrai qu'il a été plutôt bon ce soir. Mais il en prend 3 quand même. Mais c'est pas. Et comme tu dis sur le second but de Villarreal, pour moi, il n'est pas clair. Et d'une manière plus générale, au-delà de ce match, je me remets un peu en question sa fiabilité. Voilà. Sur Paul Lopez, on a fait le tour ou pas, les copains? Il y a des choses à ajouter ou pas? Je voudrais, sur le but de Sorloth, ce qu'a fait Sorloth est extraordinaire. C'est demi-volée, la frappe directe, il laisse pas le temps de préparation. Le gardien de but, il n'a pas le temps de se positionner et il lui met juste un ras du poteau par terre, il la lève même pas, elle reste très basse. Donc elle n'est pas facile à prendre parce qu'il n'a pas le temps de s'organiser pour réagir. La frappe, elle est vraiment... Après, quand tu es gardien... Raymond, non, mais... on n'en voit pas beaucoup des buts comme ça. Non, mais après... La rapidité de... Raymond, quand tu es gardien et tu as ta défense, tes 4 défenseurs qui sont pendant 90 minutes à 3 mètres de toi... Eh ben, c'est pas facile non plus. Parce que tu vois jamais le ballon, quand tu le vois, c'est souvent trop tard. Et cette défense marseillaise a joué beaucoup trop bas pendant toute la partie. Le but Sorloth du 2-0 a été validé par la VAR. Rappelons que l'arbitre du match, M. Kovacs, l'avait invalidé. Son juge de touche, enfin son arbitre assistant, ce que veut dire, avait levé le drapeau. Et je vous propose de vivre une petite expérience. Voici l'image où l'on voit Sorloth très clairement hors jeu. Voilà. La même image avec le révélateur, Sorloth est en jeu couvert par Quentin Merlin.
Voilà. On a des débats tous les lundis sur le... Le ballon est déjà un peu parti, là. Non, c'est la même image. Ah non, c'est là, je ne peux pas vous la remontrer, mais là, c'est exactement la même image calibrée et tout ça. Et là, avec le... Oui, le pied est après, ouais. Non, mais... Moi, lorsqu'on voit sans le révélateur, on se dit, sans l'autre, il est hors jeu. Et puis avec le révélateur, alors la ligne, elle n'est pas biscordue, elle n'est pas tordue, elle est bien droite. Voilà. Non, mais tous les lundis, on tombe sur le VAR, l'utilisation et tout ça, mais c'est d'une complexité. C'est pour ça que l'arbitre a mis un temps fou. 4 minutes 3 ou 4 minutes Non, 2 minutes 33. J'ai compté. Petit chrono, 2 minutes 33. Entre le moment où il marque le moment il valide. où c'est très là et le moment où il valide le but, 2,33. Oui, on arrondit 3 minutes. Franchement. Oui, 2,33. Allez-y, oui. Non, 2,33, mais 2,33, c'est long aussi. C'est long. Bernard. Il y a des supporters de l'OM sur les réseaux sociaux. J'ai eu cette information qui évoque une filouterie du révélateur qui n'était pas bien calée. Alors on a regardé. Non, mais c'est vrai que le révélateur, c'est pas quelque chose d'extrêmement fiable parce qu'au moment où le ballon est touché, le moment part. On a une à 2 images. Et 1 à 2 images. Ça fait quelques centimètres. Ça fait quelques centimètres. Et là, on voit vraiment que. Voilà. Donc, mais c'est tout le problème du révélateur et du moment où on choisit le départ du ballon. Quoi. Ça joue à pas grand-chose. Et ce pas grand-chose. Après, quand ça joue vraiment, moi, je trouve que quand ça joue à 10-15 cm, franchement, c'est l'avantage à l'attaque. Oui, prime à l'attaque. Moi, je suis défenseur prime à l'attaque. Non, pas du tout. Non, c'est prime à l'arbitrage. C'est-à-dire que la prime à l'arbitrage. L'arbitrage, je disais, c'est hors jeu. Par exemple, sur ce but-là, ça ne me choque pas qu'il le valide. Voilà. Vous êtes choqué par la validation de ce but? Non, mais c'est toujours des histoires de. Non, c'est toujours des complexités de la VAR, parce que moi, j'étais vraiment sûr que Sorloth soit hors jeu. Et puis finalement, j'ai l'air un peu d'un imbécile, quoi, lorsque le révélateur est là. Puis après, en triturant un peu l'image, une image, 2 images, on voit que après, le VAR, placer le révélateur, c'est quelque chose d'extrêmement ténu. Le VAR pose pas tant de débat sur le problème du hors-jeu que sur d'autres problématiques. Non, mais il y a les mains. Moi, je pense au dernier Liverpool City et l'attentat qu'il y a dans la surface sur je ne sais plus quel attaquant de Liverpool, qui n'est pas... Bon. Et les caméras là, ça me pose plus de problème. En face de l'action et de la ligne de l'attaquant et du défenseur. Il y a un décalage, on le voit aussi là très bien. Il y a un décalage. Normalement, avec le VAR, non. Parce que là, tu vois bien qu'il y a un décalage, t'es pas en face. Hein. La ligne, elle est juste. Je veux dire, la ligne, elle est droite. Elle est mais ça dépend où déclenche la ligne, en fait. C'est le passeur qui fait au moment où il la touche ou au moment où le ballon sort de sa chaussure. Et là, on a une petite... zone grise on peut dire ce qu'on veut sur le VAR, il restera toujours une marge d'interprétation, mais sur l'année dernière, c'est sur 120 en France, dans le championnat, au moins 120 décisions d'arbitres qui ont été revues par le VAR. Il y en avait plus de... 70 plus, 90 ou 100, c'est 90% pratiquement qui récupèrent une faute. Donc quand on est acteur, on peut être que content. Alors nous, on discute sur les 15-20% qui restent. Il n'y a pas de scandale sur les hors-jeux, comme il n'y a pas de scandale sur les hors-jeux. Non, il n'y a pas de scandale, mais il faut arrêter avec ça. Il y avait quand même une petite surprise en disant on est sûr à la télé, puis finalement, lorsqu'on regarde l'image et lorsqu'il y a le révélateur, on est moins sûr. C'est aussi cette discussion. Il y avait le PSG hier, j'étais au match, j'étais sûr qu'il y avait hors-jeu. Ah oui. Et puis non. Voilà. Non, mais il devrait y avoir une jurisprudence. Moi, ce que dit Damien, c'est que dans ce cas-là, prime au jeu, prime à l'attaque. Prime au spectacle, donc but. Okay. Non, mais moi je suis d'accord, c'est prime à la règle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est pas prime à l'attaque. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a hors-jeu. Oui, mais si tu n'arrives pas à le définir. T'étais pas attaquant, Raymond? Eh bien, il est défini, il y a le VAR qui est là, et justement les moyens techniques qui sont mis en place pour le définir. Oui, mais justement, ils ne permettent pas d'avoir et qu'on soit sûr que ça ne soit pas une interprétation d'arbitre. Quand on est acteur, je t'assure, c'est le pire, de se dire que on s'est fait faisander. Ça, c'est le pire. Alors qu'avec le VAR, on se dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors que toi, ça t'est jamais arrivé. La qualif à 52-48. Et ces moyens techniques ne te permettent pas à 100% d'être sûr. Faire le but de Sorloth. Il reste une petite marge d'erreur, mais qui est moins importante. Donc, quand il y a la marge d'erreur, prime au spectacle.